Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on a intitulé le webinaire « Comment faciliter la formation des populations de terrain ». Et pour m'accompagner ce matin, je reçois tout d'abord Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour à tous. Aurélien, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Donc, je suis chef de projet dans notre centre de formation. Nous sommes la société ABB, comme vous voyez à l'arrière-plan. Nous sommes constructeurs de robots industriels. Et dans notre centre de formation, bien, nous formons nos techniciens comme certains clients. Et le but du jeu, bien, notre objectif, c'est de faire en sorte que chacun puisse obtenir les connaissances dont il a besoin et en même temps qu'il puisse, en fonction de son planning, bien, y accéder facilement. Ça marche. ABB, c'est une entreprise de quelle taille? Ben, on est une multinationale qui ne fait pas que de la robotique et elle est basée principalement en Suède et en Suisse. C'est une société helvético-suédoise et voilà, on a des centres de formation un peu partout dans le monde, mais le centre français, le centre allemand, américain et chinois sont les plus hauts. Ça marche. Et puis Lisa qui va nous accompagner de Bidis. Bonjour Lisa. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Très rapidement, je vous propose de connaître ce que fait Bidis pour ceux qui ne nous connaissent pas. Bidis propose une plateforme de social learning complète et innovante qui permet aux entreprises de digitaliser leur formation. Il y a plusieurs axes que nous développons. Le premier axe étant de proposer une plateforme qui permet d'avoir une expérience la plus diversifiée possible, avec une expérience utilisateur riche, des expériences qui sont très gamifiées pour arriver au bout des formations qui sont proposées aux collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, un de nos constats est que les personnes en entreprise qui sont en demande de formation sont très exigeants. Donc, on propose aujourd'hui une solution qui permet d'avoir des interactions en réalisant et en complétant les formations. C'est notre premier axe. Et puis, on a un deuxième axe, un deuxième axe qui est plutôt fort aujourd'hui, qui est l'axe du social learning. Donc, effectivement, on propose une expérience sur mobile, PC, téléphone, tablette, mais on propose bien évidemment aussi aux collaborateurs de pouvoir avoir une expérience de formation la plus complète possible en échangeant des savoirs qui sont jusqu'à présent beaucoup partagés de manière très informelle. Donc, au travers de notre solution, on propose aujourd'hui de pouvoir échanger, de partager ce qu'on appelle des tips. Ce sont ces trucs et astuces, ces éléments par rapport à des gestes métiers très concrets que l'on peut partager sous format vidéo ou alors sous format information avec une photo et du texte qui va venir accompagner le tout. Donc, on est vraiment sur une expérience d'apprentissage diversifiée avec du mobile learning et surtout aujourd'hui, notre axe fort, le social learning. De toute manière, on va y revenir juste après avec Aurélien et Christophe. Question à nos invités là de ce matin, nos participants. Vous connaissiez Bidis ou pas? Vous pouvez mettre oui ou non dans le chat. On a fait quand même pas mal de prises de parole avec Bidis sur les 3 dernières années. Mais je vois qu'il y en a quand même un certain nombre qui ne connaissent pas. Il y a Romain qui nous dit « Nous travaillons avec eux ». Super. Donc, on est sur quelque chose de plutôt mitigé. On a beaucoup de oui, beaucoup de non également. Bon, bah, c'est intéressant. Comme ça, vous allez découvrir un petit peu. Alors, même si ce n'est pas un webinar, on ne va pas vous faire une démo de la solution, hein, ce n'est pas l'objectif. On est plus sur les modes d'usage, comment ça a été mis en application, pourquoi faire. Et on va tout de suite passer la parole à Aurélien. Pour comprendre déjà, Aurélien, donc, puisque tu fabriques des robots industriels, j'imagine qu'un des objectifs, c'est de former aussi bien les collaborateurs que les usagers de tes robots, donc les clients, à ces solutions. Tout à fait. En fait, il y a différents profils de personnes. En interne, déjà, nos techniciens, ils ont besoin de connaître comment faire les éléments de service sur les interventions de service sur ce matériel. Donc, on doit leur apprendre autant la partie électrique, la partie mécanique, c'est pas vraiment évident. Et surtout qu'il y a tellement d'informations à connaître que, bon, bah, une fois qu'on le voit dans notre centre de formation, bah, il faut s'en rappeler.
Et pour le coup, la solution Bidis nous permet de faire un support de révision pour nos techniciens, qui peuvent ainsi, une fois sur place ou hors ligne d'ailleurs, se faire une petite révision de leur du contenu pour pouvoir être prêt au moment de l'intervention. De la même manière, au niveau du contact qu'on a avec nos clients et que l'on forme, on leur propose justement de garantir la mémorisation de leur contenu avec la même solution, puisque quand ils viennent en formation, c'est pareil. On sait que les formations, on ne retient pas forcément 100% du contenu, hein, c'est même plutôt genre 30 ou 40% maximum. Donc, une fois de retour chez eux, ils ont accès grâce à la plateforme Bidis, qu'on a baptisé Robot Training dans notre cas. Donc, grâce à Robot Training, ils vont avoir accès au contenu de leur support de cours et de manière ludique, comme l'a présenté tout à l'heure Lisa. On utilise les différents moyens mis à disposition avec l'application pour intéresser les personnes aux différents sujets avec des animations, des petites vidéos, des petits quiz, des questionnaires, voilà, on prend tous les formats possibles pour que les personnes soient intéressées. C'est quoi les formats possibles, justement, Lisa? Pardon? C'est quoi les formats possibles, justement? Alors, il y en a plusieurs aujourd'hui. Alors, l'unité d'apprentissage chez Bidis s'appelle la capsule. Donc, quand Aurélien indique qu'on permet de partager de la connaissance aux collaborateurs, c'est via le format de capsule. Et dans la capsule, on a plusieurs formats possibles. Au niveau des fiches pédagogiques, on a de la vidéo, du texte, des cartes à gratter, des cartes à retourner. On a des modalités qui sont très interactives, parce que l'idée, c'est bien évidemment que le collaborateur, lorsqu'il se forme, soit le plus actif possible et qu'il ne soit pas passif avec de la lecture uniquement ou de l'écoute de format audio, par exemple, donc de l'interactivité via ces formats-là. Donc, on a les contenus pédagogiques qui sont apportés via ces formats. Et puis, on a également des activités pédagogiques, des quiz pour venir justement valider les acquis, valider la connaissance qui a été présentée juste avant, avec des formats que beaucoup connaissent, hein, du QCM, du QCU, du vrai-faux, de la remise en ordre, des cartes sur lesquelles cliquer, etc. Encore une fois, on a des formats plutôt classiques que tout le monde connaît, et puis on a des formats vraiment natifs Bidis, qui encore une fois apportent de l'interactivité. Et on a aussi une intégration avec une solution que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est H5P, qui permet également d'apporter une diversité au niveau des formats pédagogiques. Donc, on a vraiment un ensemble, on a bien plus de 30 formats pédagogiques possibles pour apporter de la diversité et vraiment créer de l'engagement, parce qu'on fait en sorte que les collaborateurs soient le plus actifs possible. Surtout pour des populations terrain qui parfois ont des contraintes, ne pas pouvoir se poser longtemps pour pouvoir lire du contenu de formation qui serait très long, par exemple. Donc là, on pourra, dans ce cas-là, avoir des formats audio-vidéo qui seront à privilégier plutôt courts. Et puis voilà, on aura plusieurs formats comme ceci qui vont répondre à des besoins spécifiques de différentes populations et que l'on va choisir avec les chefs de projet de nos clients pour que ce soit le plus adéquat possible et que ça réponde aux contraintes qui sont celles du terrain ou des collaborateurs au siège. Ça marche. Il y a Romain qui complétait tout à l'heure en disant qu'il était client. Il nous dit et nous sommes contents de la solution. C'est bien. On est ravis. Tu es parti dans l'espace, Aurélien, tu sautes, on a l'impression que tu es sur Mars, mais Ouais. il n'y a pas de souci. J'ai coupé ma caméra. Comme tu es dans la robotique, tu vois, ça fait une petite ambiance un peu film de science-fiction, c'est pas mal. Tu m'avais expliqué, Aurélien, que la formation chez toi, elle est séquencée. Tu as d'abord une utilisation de Bidis pour t'assurer que finalement tes utilisateurs, tes apprenants ont les bases nécessaires avant de venir en présentiel. Tu peux nous expliquer un peu le mode de fonctionnement? Effectivement, que ce soit nos clients ou nos techniciens, on aime bien pouvoir construire une formation sur quelque chose de solide. Pour construire sur quelque chose de solide, il faut que les bases elles soient connues. Quand on arrive dans des sujets qui sont plutôt avancés, il faut que l'utilisateur ou du moins le stagiaire puisse se rappeler des choses qu'il a vues, et du coup on utilise la solution Bidis en amont où la personne peut venir réviser le contenu avant la formation, donc les prérequis, pour pouvoir, une fois la formation venue, être beaucoup
le formateur soit plus efficace pour construire et que les connaissances, ça s'accroche à quelque chose qui existe et qui est bien assimilé. Parce que si on s'est rendu compte que des fois, on prévient les clients ou les techniciens qu'il faut les compter, il faut les prérequis, ils ne viennent pas avec les prérequis, malheureusement, et du coup, on se rend compte que tout s'effondre derrière. On a des personnes qui sont dans des problèmes, des questions. Donc, on préfère faire en amont une préparation pour que la formation soit beaucoup plus efficace après. Alors, c'est quoi? C'est des quiz principalement pour valider des QCM, pour valider les Alors, connaissances? il va y avoir effectivement les différents formats habituels, mais il y a une validation qui se fait des connaissances par le biais d'un outil de diagnostic, puisque c'est une fonction qui existe chez Bdiz, qui est très efficace puisqu'elle va permettre par catégorie ou par connaissance de pouvoir s'auto-évaluer et de voir aussi sa progression. Et le but du jeu, c'est que dans les différents niveaux de connaissances nécessaires, s'ils sont atteints, c'est parfait. S'ils ne sont pas atteints, ils peuvent être révisés dans les chapitres qui correspondent, mais que la personne vienne avec les niveaux de connaissances qui suffisent dans les différentes catégories, dans les différents thèmes, pour que finalement tout se passe bien lors de la formation. La personne, en plus, elle est rassurée aussi. Elle sait que c'est un thème qui est un peu difficile, mais quand elle vient, elle sait qu'elle a révisé, donc c'est plus un peu pour elle aussi. Alors, ça veut dire que les personnes qui n'ont jamais participé aux formations vont rentrer par cette porte. C'est-à-dire, avant de venir, j'ai cette phase d'auto-évaluation. Finalement, est-ce que tout le monde le fait, joue le jeu? Ce que tu m'avais dit ensuite dans le présentiel, on va leur montrer Bdiz, on va leur montrer que ça va les aider. Mais en phase amont, comment tu les amènes sur Bdiz? C'est une obligation, Alors, en fait, c'est un prérequis obligatoire? écoute, ça dépend effectivement le niveau de la formation, parce que tu comprends bien qu'il y a des niveaux basiques qui n'ont pas besoin de prérequis. Pour ces personnes-là, on leur fait découvrir le contenu, on leur fait découvrir Bdiz, ils viennent en formation, comme on a des supports électroniques pour faire les cours, on leur propose de se connecter avec la tablette, s'ils ont une petite appréhension à installer l'application sur le téléphone. Et en général, une fois qu'ils découvrent le contenu, ils l'installent avec beaucoup de plaisir. Et derrière, quand ils viennent sur du coup la formation qui est plus haute, ils peuvent réviser leur contenu, ou alors il y a certains clients qui du coup ont déjà une expérience, donc ils sont pas venus chez nous forcément, donc ils connaissent pas forcément Bdiz, mais du coup on les incite à venir réviser sur cette plateforme-là. C'est quand même un passage obligatoire qui nécessite validation pour venir. Tu m'avais parlé d'une roadmap d'animation des communautés, et sur lequel je crois que tu disais Teams. Tu peux nous expliquer un peu justement déjà cette notion de communauté? C'est quoi déjà les communautés chez toi? Elles sont définies comment? Effectivement, il y a le principe de la communauté qui est très bien animé sur Bdiz. Le principe, c'est de regrouper ensemble des utilisateurs qui finalement, et des apprenants qui ont les mêmes besoins. Et dans ce principe, au niveau de la robotique, chez nous, on va avoir des personnes qui sont de simples utilisateurs, donc ils doivent savoir démarrer la machine et l'arrêter, des personnes qui doivent pouvoir la programmer, des personnes qui vont pouvoir aussi faire de la maintenance, les interventions de maintenance dessus, les personnes qui vont pouvoir faire de la programmation hors ligne par le biais de notre logiciel, et évidemment la catégorie des techniciens qui permet aussi de séparer le contenu de nos informations pour les communiquer, peut-être des informations qui potentiellement sont un petit peu plus sensibles ou un peu plus techniques, qui ne sont pas forcément à rendre au grand public, mais qui permettent du coup de différencier le type d'information qu'on peut envoyer à chaque communauté. Et donc le principe de communauté, comme tu le dis, le but c'est de faire en sorte que chacun puisse apporter une petite pierre à l'édifice par rapport aux autres, parce que les problématiques des uns sont certainement les problématiques que d'autres peuvent rencontrer. Si quelqu'un pose une question par le biais des tips questions, comme le présentait Lisa tout à l'heure, eh bien, la réponse à cette question peut être utile pour l'ensemble de la communauté. Et on fait de la même chose, nous, en termes, donc tu m'as parlé de roadmap, tu parlais de la roadmap. On a mis en place une roadmap d'animation, un plan où on va décider, en fait, régulièrement, d'intéresser nos utilisateurs, les apprenants, à venir sur leur communauté, venir se renseigner, parce qu'on va diffuser
des petites vidéos régulièrement sur des sujets qui n'ont pas forcément été vus en cours ou qui ont sait qui sont sensibles, qui ont des questions qui ont été posées plusieurs Alors, fois ça et veut on dire que sait qu'ils moi, en ont besoin. si je passe par exemple une capsule Bidiz, je peux poser une question en tant qu'utilisateur de l'application. Et toi, Aurélien, si tu es dans la même communauté que moi, tu vas voir ma question? Tout à fait. Alors évidemment, les questions sont modérées ou peuvent être modérées ou non d'ailleurs. Moi, j'ai choisi la modération pour deux raisons. D'abord, je suis prévenu assez rapidement du coup qu'il y a une question qui est en cours. Ça me permet de la diffuser. Des fois, certains utilisent les questions pour des peut-être à tort ou peut-être pas dans la bonne catégorie. On peut simplement rediriger la question dans la bonne catégorie. Donc c'est très sympa. Et du coup, on peut répondre aux questions. Alors, est-ce que c'est Aurélien qui répond? On est dans l'équipe du centre de formation plusieurs, hein, et l'ensemble des formateurs jouent le jeu pour pouvoir répondre. Du coup, on a un compte qui est commun à l'ensemble de nos formateurs. On signe avec nos prénoms pour expliquer, voilà. Et la personne qui répond, c'est le centre de formation qui répond et qui donne l'information nécessaire à la personne. À la personne. Mais dans l'absolu, Lisa, si je voulais vraiment ouvrir, toi, en tant que tu serais ma collègue, tu pourrais répondre à ma question? Effectivement, alors là, on a le cas d'Aurélien et d'ABB, mais effectivement, on a d'autres clients qui, eux, font le choix d'ouvrir le robinet complètement, si je puis dire. Et puis, effectivement, ça laisse vraiment la possibilité à tout un chacun au niveau de la communauté de pouvoir y répondre. Bien évidemment, certaines entreprises ont une certaine crainte à ouvrir les robinets complètement, mais il faut se dire que ce qu'offre Bidiz aussi, c'est un environnement qui est le plus responsabilisant possible. On reste au sein d'une communauté, sur une plateforme donnée, avec notre nom qui est indiqué, avec voilà, une identité qui peut être vite retrouvée. Donc, la crainte, par exemple, qu'il y ait des débordements peut être vite oubliée parce qu'on est sur un environnement responsabilisant. Et du fait que notre contribution peut être valorisée au sein de la communauté, ça laisse justement place à ce que tout le monde puisse se mettre à échanger, partager une bonne pratique, répondre à une question qui a été donnée. Et si moi, je suis porteuse de l'expertise, bon, ben, je suis apte aussi à pouvoir répondre à la communauté. Donc, c'est vraiment ça l'environnement aussi qui est le plus stimulant possible pour la communauté. Je vois Romain qui nous parlait tout à l'heure. Romain, je ne vais pas citer ton entreprise, même si moi je vois de quelle boîte tu fais partie. Est-ce que c'est la même utilisation chez toi, Romain? Si tu veux répondre ou pas dans le chat. Donc en fait, c'est ça qui rend cette communauté, qui fait que c'est une communauté. Parce que dire j'ai des communautés, je leur pousse des contenus, c'est pas une communauté. La communauté naît à partir du moment où elle peut interagir avec les contenus. Exactement. Ce qui te permet aussi, Aurélien, j'imagine, de pouvoir te dire à un moment donné, tiens, finalement, cette formation, cette capsule, elle n'est pas aboutie, il manque quelque chose, je vais la compléter, je vais créer un format supplémentaire. Alors, il y a effectivement ça. Nous, on travaille avec des parcours de formation, donc des capsules à la chaîne, et on s'est rendu compte que certaines questions revenant, on a dû développer de nouvelles capsules puisqu'il y avait des besoins. Et c'est aussi ça la puissance du système, c'est que on se rend compte des besoins de la communauté, on a notre point de vue, mais du coup, on voit aussi le point de vue de nos apprenants, et on est ouvert pour adapter le contenu à ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce que vous en pensez, les participants, à cette notion justement d'apprentissage communautaire où chacune va pouvoir venir finalement commenter, dire oui, j'ai compris, j'ai pas compris, poser une question. Est-ce que c'est des choses qui vous semblent adaptables dans votre entreprise? Est-ce que c'est des choses que vous souhaiteriez mettre en place ou est-ce que vous le faites par ailleurs? Vous pouvez me répondre dans le chat. Alors, Romain nous dit c'est la même ambition à terme. En tout cas, on tend vers une entreprise apprenante où les apprenants pourront fournir de la ressource complémentaire pour compléter les apprentissages. Pas de souci à communiquer le nom de notre organisation. Donc, si je ne me trompe pas, Romain, tu es chez Disney. D'accord. Patricia nous dit c'est enrichissant cette dynamique. Mathieu Luc nous dit on le fait déjà. Romain nous dit exact. Bah oui, Romain, tu t'es inscrit chez moi, donc je sais où tu es. J'établis un rendez-vous pour définir l'objectif opérationnel observable. Nous rencontrons un problème avec les prérequis. C'est-à-dire, Cécile?
C'est un système que nous avons déjà de notre côté via la création d'équipes et de groupes sur Teams. OK. Nous sommes une entreprise de restauration rapide, hein, bar à salade. Bah, justement, dans une entreprise Justement. de restauration rapide, bar à salade, on en avait parlé avec d'autres clients de Biddies. On peut aussi l'utiliser dans divers contextes, hein. Dans la distrib, dans la restauration, pour plusieurs usages d'ailleurs. Un, pour présenter les produits. Deux, pour présenter les soft skills, c'est-à-dire les façons d'être, ou des formations, par exemple, comportementales. Si un client est désagréable, comment je réagis? Enfin, un certain nombre de tips qui peuvent être rapidement actionnables et utiles pour ce type de population. Je ne sais pas si tu veux compléter, Lisa. Oui, effectivement. Alors, pour revenir sur ce que tu dis, effectivement, dans le milieu de la restauration, on imagine très bien les préparateurs avec justement des gestes très précis au niveau de la restauration, des principes d'hygiène et de sécurité en particulier qui sont à respecter. Dans un autre milieu tel que celui d'ABB, tout ce qui va être maintenance, robotique, dans le milieu des transports aussi, on a beaucoup de populations justement terrain, des conducteurs, des mainteneurs justement de matériel et de dispositifs pour assurer justement la sécurité dans les transports, etc. Donc on a en fait l'environnement de social learning peut se prêter à plusieurs types d'entreprises. À chaque fois, dès lors qu'il y a une réalité terrain très concrète, un geste métier, des bonnes pratiques qui sont partagées de manière très informelle dans l'entreprise. Alors de là, vous pouvez vous dire qu'on a justement un contexte propice à mettre en place une dynamique de social learning, parce que l'idée, c'est vraiment d'arriver à formaliser quelque peu ce qui aujourd'hui reste encore très informel. Je vais le dire oralement, je vais partager une connaissance à mon collègue oralement, ou alors je vais partager des messages via un outil de messagerie, WhatsApp, Facebook collaborateur, etc. Là, tout va se passer au niveau de l'environnement de formation en lui-même. On a les contenus de formation qui sont partagés de manière descendante, comme ça a été le cas jusqu'à présent, mais on a une dynamique sociale avec justement les collaborateurs qui vont venir augmenter cette formation partagée de manière descendante, et on aura vraiment un aspect de boucle qui est bouclé. Donc là, ça va se prêter vraiment à plusieurs types d'entreprises, effectivement, différents secteurs. Il y a Elodie qui dit c'est possible, mais les apprenants ne jouent pas encore le jeu. Après, effectivement, il y a peut-être des stratégies à mettre en place. On en avait parlé avec le groupe Etam il y a quelques mois, qui expliquait justement comment il avait déployé l'outil au sein de ses boutiques, hein, puisque c'est principalement des vendeuses d'ailleurs, c'est 99% de femmes chez Etam. Et qui avait mis en place notamment des challenges entre boutiques via l'application pour générer justement de l'engagement et faire en sorte que il y ait une autopromotion finalement de l'application, et il y a eu un très bon résultat, hein. Et je crois savoir, Lisa, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent comme ça, on vend des challenges, et ça fonctionne assez bien. Effectivement, et alors il y a plusieurs possibilités. Le challenge, c'est ce qui marche souvent le mieux parce qu'on a quelque chose de très ludique. Parfois, il y a cet aspect de compétition aussi qui peut challenger certaines personnes. Et puis, bien souvent, selon les moyens de l'entreprise, il y a un cadeau à la clé. Mais effectivement, tout ce qui va être challenge, éléments de gamification, ça va vraiment permettre à ce que la mayonnaise puisse prendre. Mais effectivement, dans certaines entreprises, on a quand même des populations qui ne sont pas forcément enclines à se mettre à partager à la communauté de manière naturelle, de manière autonome. Et là, effectivement, il faut engager d'autres stratégies. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train d'élaborer ensemble avec Aurélien d'ABB. C'est d'identifier des personnes qui seront des sortes d'ambassadeurs, ambassadrices, parce qu'il y a toujours au sein d'une communauté 1, 2, 3 personnes à minima qui ont déjà montré une forme d'engagement, qui ont déjà répondu à certaines questions, qui ont déjà posé des questions par rapport à des contenus, justement des capsules d'apprentissage qui ont été partagées de manière descendante. Eh bien, on va identifier ces personnes-là, on va les inclure dans la boucle, on va les rendre actives aussi au sein de la communauté. Elles vont pouvoir montrer l'exemple, pouvoir créer des premiers tips vidéo ou des petits tips vidéo ou informations pour justement alimenter, pour pouvoir nourrir aussi la communauté de manière plus naturelle.
Et là, dans ce cas-là, on aura un On va faire premier une résultat. réclamation à Lumix, Lisa. Ah oui, mince. Hop, bien vu. Il y a, Bien. Je il y a réactive ma Catherine caméra. justement qui nous disait, nous sommes une entreprise avec une population de vendeuses dans les grands magasins. Bah, justement, c'est hyper adapté. Je pense qu'en fait, la meilleure solution, ça serait qu'on fasse une sorte de learning expédition où je sélectionne pour vous les meilleurs cas d'usage et qu'on organise quelque Effectivement. chose autour de ça, ce qui vous permettrait de voir vraiment des cas et des entreprises et les façons de l'utiliser en fonction des secteurs. Aurélie nous disait, nous, on peut avoir un souci justement, on est dans le secteur médical, on sait que dans le secteur médical, il y a des tensions. Sa crainte, c'est de dire, bah, si on laisse un espace communautaire, on va avoir forcément des débordements de gens qui vont se plaindre, qui vont critiquer l'organisation, les services. Alors, dans ce cas de figure, je pense que je l'ai un petit peu abordé juste avant. Effectivement, dans les entreprises où, selon le contexte, on a justement cette crainte qu'il puisse y avoir des débordements. Des fois, il y a des enjeux un peu aussi, un aspect peut-être un peu politique aussi dans l'entreprise, etc. Dans ce cas-là, effectivement, on peut choisir la solution qu'a choisie Aurélien, une solution de modération. Si elle ne suffit pas, on peut aussi choisir la solution que j'ai présentée, qui est d'identifier certaines premières personnes qui vont être les personnes ambassadrices, qui, elles, vont justement montrer l'exemple, vont donner un certain cadre aussi à ce qui peut être attendu au niveau de la communauté d'apprentissage. Et dans ce cas-là, ce sera la première étape, le quick win à engager. L'étape d'après, ce sera d'identifier d'autres personnes qui ne seront pas des ambassadeurs, des personnes ambassadrices, mais qui ont quand même peut-être un lien de proximité avec les premiers ambassadeurs. Et petit à petit, on va ouvrir le robinet. Et là où il y aurait un petit filet d'eau au début, on aurait vraiment le robinet complètement ouvert. Donc, ça serait d'y aller étape par étape, effectivement. Alors, pour appuyer ça, puisqu'effectivement, Aurélien n'a pas ouvert le système complètement, je vais vous donner les chiffres. Chez ABB, aujourd'hui, il y a 99 capsules de formation en ligne. Il y a 1300 inscrits sur la plateforme pour 938 connectés. Donc, ça montre que même en environnement communautaire plus contrôlé, on va dire, ça ne joue pas sur l'engagement des apprenants en termes d'utilisation de la plateforme. Donc, c'est un excellent conseil de Lisa pour démarrer, de dire, on démarre avec l'équipe formation, on identifie quelques ambassadeurs qui vont commencer à interagir. Et puis, si ça fonctionne, cette communauté d'ambassadeurs, comme pas mal d'entreprises le feront aujourd'hui, va pouvoir s'agrandir. C'est ce qui est fait chez Etam notamment. Ils ont commencé avec des ambassadeurs, et puis ambassadeurs au niveau régional, départemental, boutique, et ils agrandissent la communauté au fil de l'eau. Alors, sur la création des contenus, Aurélien, j'aimerais savoir quand même comment ça se passe, parce que moi, quand on me parle de ça, je me dis toujours, oh là là, il faut l'armée mexicaine pour construire tous ces contenus, parce que tu m'as dit 99 capsules. Mais 99 capsules, c'est quand même un peu de boulot. Oui, alors, on a pris le temps de les faire quand même. On a déjà des supports de cours qui existent avec des vues pédagogiques. Donc, on a repris des choses qui existent, mais on les a mis un petit peu à la sauce Bidis. Parce que le but du jeu, c'est pas non plus de refaire un PowerPoint ou un diaporama ou un PDF en Bidis. C'est complètement idiot. Puisque le but du jeu, c'est de donner un contenu plus interactif, plus vivant, peut-être plus élégant, où même si la personne elle est seule devant son téléphone, elle trouve un moyen d'interagir. Donc segmenter de quiz, etc. Donc on a repris les notions, on a pris des vues pédagogiques, mais on a fait quelques petites vidéos avec des enregistreurs d'écran, avec des captures d'écran, voilà. On a adapté quelques petits exercices ludiques pour valider que la connaissance était bien apprise. Et l'utilisateur trouve son compte. Le but du jeu, c'est qu'il trouve l'information rapidement dans le contenu, parce que c'est vrai, il y a 99 capsules, mais quand il a un problème, le but du jeu, c'est qu'il retrouve rapidement l'information dont il a besoin,
Et alors là, on a utilisé le principe, là, une fonction, c'est les catégories que propose BDIS. Alors j'avoue que pendant longtemps, je m'en suis pas servi. Et le jour où j'ai commencé à catégoriser toutes les notions, j'ai trouvé ça vraiment trop génial. Parce que dans BDIS, on peut faire des recherches. Et en fonction de la catégorie qu'on recherche, on retrouve très 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 rapidement la notion qui nous est nécessaire et on accède à l'information rapidement. La deuxième chose qui est sympa aussi, c'est qu'étant donné qu'on a des catégories, chaque utilisateur peut finalement un niveau d'expérience dans la catégorie. Et on se rend compte, en fait, si on a dans cette catégorie-là ou pas des choses encore à apprendre, ou si on maîtrise en fonction des résultats qu'on a eus dans cette catégorie. Donc, je trouve ça très intéressant. Et jusque-là, on s'en servait pas, mais depuis que on a mis ça en place, je trouve que tout s'est beaucoup fluidifié, en fait. Pour compléter excuse-moi Christophe, pour compléter très rapidement ce qu'a dit Aurélien et pour répondre à ta question, une stratégie que d'autres de nos clients ont choisie, c'est, alors effectivement, la création de contenu peut sembler chronophage pour beaucoup, mais avec cette dynamique d'apprentissage social, un quick win serait de se dire, bon ben, je n'ai pas les ressources en interne pour réaliser masse de contenu. Je crée une première capsule, une deuxième capsule qui va me servir de base, parce qu'il faut quand même alimenter cette communauté. Mais l'idée, c'est que la base même en fait, de la communauté d'apprentissage, c'est qu'on estime que chacun est porteur d'une expertise, notamment pour les populations terrain. Chacun a sa bonne pratique, la petite chose qu'il ou elle maîtrise au quotidien. Eh bien, c'est à eux justement de le partager à la communauté. Ça va servir de base. Ensuite, le service formation, lui, pourra venir alimenter avec du contenu descendant, donc ces 2-3 premières capsules. Et le temps qu'il y ait cette animation qui se fasse au niveau de la communauté, le service formation, lui, aura le temps de continuer à créer du contenu et à le partager à la communauté. Donc, ça peut encore une fois se faire petit à petit. Et puis BDIS a aussi, tout à l'heure, je voyais les personnes qui disaient on a besoin de formation en sécurité, en management, etc. Des formations plus classiques, entre guillemets, peuvent être aussi proposées sur étagère par BDIS. Effectivement. Alors, par BDIS, parce qu'on a un service qui, effectivement, qui crée et propose ce contenu dit sur étagère. Et puis, on travaille aussi à développer notre écosystème partenarial. On a aujourd'hui des organismes de formation qui créent du contenu au format BDIS, donc très gamifié, ludique, très digeste sur des thématiques assez génériques, des soft skills, du management et autres, et qui également, eux, proposent ce service sur étagère à nos clients. Donc, on a un environnement qui, lui, est assez diversifié pour répondre aux besoins assez génériques de nos clients. Mais dès lors qu'on a du sur-mesure effectivement à réaliser, là, il faut mettre en place une petite stratégie pour pouvoir créer petit à petit et déployer les contenus. Alors, Aurélien, quand tu m'avais dit on fait des vidéos Teams, je m'étais tout de suite dit, bah ouais, mais bon, j'imagine que tous les salariés n'ont pas envie d'avoir leur tronche sur une vidéo, sur une application. Alors, moi, le premier, je suis pas forcément photogénique, en toute humilité. Non, en réalité, c'est vrai. On n'est peut-être pas toujours dans les bons jours et on s'apprécie pas forcément quand on se voit, on va pas se mentir, alors qu'en réalité, c'est rien. Et ça peut être un frein pour certains. Donc, l'idée m'est venue de proposer à mes collègues de faire des vidéos tips, ok? Mais plutôt que de mettre leur visage, c'est d'utiliser des avatars. Et pour le coup, ça a plutôt bien marché. On a utilisé un filtre Snapchat. Et on devient tous des beaux gosses quand on diffuse nos contenus. Même notre assistante, elle adore faire des vidéos. Et c'est aussi un moyen de motiver en interne chacun d'entre nous en se disant ouais en fait c'est cool, c'est cool. J'ai pas de crainte à avoir de mon look parce que finalement il sera filtré, c'est pas grave. Et en même temps l'information c'est plus l'information qui compte. Et bien l'information elle va être transmise. Elle va être transmise par l'expert. Il a peut-être pas forcément l'habitude de se prêter au jeu de l'enregistrement caméra. C'est pas grave. Avec ça, il aime bien, il est fier de lui, quoi, à la fin. J'ai une petite vidéo à vous montrer, parce que j'ai demandé à Aurélien de m'envoyer un exemple pour voir ce que ça donne, ces petites vidéos avec justement l'avatar. Je vous montre ça rapidement. Bonjour et bienvenue sur ce Tips Training pour les programmeurs de l'armoire IRC5. Nous allons voir comment paramétrer l'angle de fixation du robot. Il peut arriver de fixer son robot autrement qu'au sol, c'est-à-dire avoir une fixation inclinée, murale ou suspendue.
Si vous décidez de le fixer différemment, il va falloir le renseigner dans les paramètres système du robot. C'est vrai qu'il est beau gosse. Vous irez donc dans Configuration, vous choisirez l'onglet Motion, et ensuite, on ira dans le type Robot. Vous cliquez sur le robot, et il va falloir renseigner les valeurs dans Gravity Alpha, Gravity Beta et Gamma Rotation. Voilà, comme ça, vous êtes toutes et tous formés à l'utilisation de ce robot. Non, mais pour le coup, l'exemple, il s'y prête bien, tu vois. Le sujet, il peut être un petit peu complexe, mais du coup, on va vite à l'essentiel. L'utilisateur qui a enregistré, bon, il est beau gosse dans la réalité aussi, celui-là, il a de la chance. Mais voilà, il a fait le job et du coup, on reconnaît, hein, parce que les gens sont déjà venus en formation chez nous, certains, même beaucoup, hein, sont déjà venus en formation, mais quand ils reconnaissent l'avatar, ils disent ah bah lui, je l'ai déjà eu, je le reconnais. Il y a des traits caractéristiques. Donc voilà, ça garde le lien finalement entre les apprenants et le service formation. Et c'est ça qu'on cherche à faire avec Bidis. Hein. C'est notre plateforme de communication, de formation. Hein. C'est le lien privilégié pour communiquer avec nous, pour poser nos questions et surtout trouver des réponses. C'est marrant parce que tu dis, avant de dire c'est une plateforme de formation, tu dis c'est une plateforme de communication. C'est intéressant. C'est notre objectif, effectivement. Hein. On sait que les gens, ils ont un souci. Nous, ils ont un souci parce que la formation, elle a du mal à rester. Et quand on arrive devant le robot, ou le robot, ou la machine, quelle qu'elle soit, on a toujours des problématiques qui sont indépendantes de notre volonté, qui peuvent avoir une multitude de causes. Nous, on est là pour aider le client ou le technicien pour que tout se passe bien avec nos machines. Il faut qu'on puisse s'adapter aussi. Et ce lien de communication, c'est vrai qu'on a chez ABB, on a une antenne le contact center, une ligne pour répondre. Mais pour les gens qui viennent en formation chez nous, on leur préfère cette ligne privilégiée là, qui leur permet finalement d'avoir un accès directement et rapidement aux réponses qu'ils ont besoin par le biais du service formation. La connaissance, elle vient et elle est stockée ici. Super. Bon, je crois qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon de ce que tu proposes en matière de stratégie de formation, Aurélien. Par rapport aux questions qu'on a eues ce matin, j'aimerais qu'on renforce un peu la réponse sur quelle stratégie finalement mettre en place, Lisa, pour réellement engager les apprenants et comment on fait pour créer cette communauté. Effectivement. Alors, premier axe de réponse, et ça vient compléter ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, surtout pour les populations terrain, c'est d'avoir une approche la plus hybride possible parce que l'idée, c'est vraiment d'ancrer la formation par rapport à la réalité terrain. Ce que fait très bien Aurélien et ses équipes, c'est justement de raccorder la formation partagée de manière descendante avec ces capsules de connaissances à ce que chaque personne, chaque programmateur, chaque mainteneur rencontrera comme problématique au niveau de son quotidien. Donc là, avoir des retours d'expérience, des réponses à des questions qu'ils peuvent se poser individuellement, mais qui peuvent servir à toute une communauté. L'idée, c'est vraiment d'arriver à déployer ce genre de stratégie, donc hybride, avec intégration de la communauté d'apprentissage réellement au niveau de la formation. Et deuxième axe de réponse, c'est comment est-ce qu'on anime justement cette communauté? Comment est-ce qu'on l'anime? Alors effectivement, l'objectif ultime, c'est que tout un chacun se mette à produire du contenu qui va venir augmenter la formation en elle-même. Dans les faits, on observe quand même qu'il y a justement des personnes les plus engagées qui vont le faire et d'autres qui vont un petit peu moins le faire. Alors comment est-ce qu'on peut raccorder le reste de ces personnes qui, elles, ne jouent pas encore le jeu? C'est au travers d'éléments gamifiants, donc des challenges. Le fait par exemple, d'avoir des événements, un événement peut-être dans l'année. Si je prends la population du retail, par exemple, avoir une journée en magasin où justement on aura T'as perdu. vendeurs et vendeuses. On aura une capsule qui va être en live, par exemple, avec des quiz et un classement à la clé.
Là, j'ai pris l'exemple du retail, mais je peux prendre un autre exemple dans un autre secteur. Le secteur de la restauration, par exemple. Avoir un petit événement en matinée où on va reprendre justement les bases de bonne hygiène, par exemple, au niveau de l'entité. Et puis se dire, bon, bah, OK, on va gamifier le tout, peut-être avec des QR codes, peut-être à scanner à différents endroits de la salle, par exemple, pour avoir accès aux bonnes informations. Et puis, on va faire cette approche-là de manière ludique, collaborative, et tout le monde va le découvrir en même temps. Donc, la réponse, ça serait encore une fois d'avoir quelque chose d'hybride, avoir des temps en présentiel où justement on va rappeler les ressources qui sont possibles de consulter. On va le faire de manière collaborative et ludique. Et par la suite, ça va créer une certaine habitude d'apprentissage. Parce que l'idée aussi des populations terrain, c'est qu'ils puissent pouvoir se former quand ils peuvent, qu'il n'y ait pas une contrainte en termes de temps, et que voilà, maintenant qu'au moment d'une journée de lancement, j'ai réalisé que j'avais accès à ces contenus-là, on l'a fait de manière ludique, c'était super sympa. Moi, je vais m'engager peut-être un petit peu plus tard, quand j'aurai 5 minutes peut-être à accorder, à me former sur une petite information, sur un léger extrait qui m'aura été partagé. Et pourquoi pas compléter cette formation moi-même en partageant un tips, en créant un tips vidéo, information et autres. Donc, c'est vraiment les 2 approches que je verrai. Alors, il y avait une question que je n'ai pas prise tout à l'heure de Rose qui demandait, pour rebondir sur la validation des prérequis, cet outil sert pour la formation, effectivement, mais est-ce qu'on peut aussi l'utiliser pour un pré-recrutement, pour faire une sorte de test qui permettrait de filtrer les candidatures, donc pour faire du sourcing en soumettant aux candidats des quiz, par exemple, une phase de pré-boarding, enfin, en recrutement, en pré-boarding, en onboarding, j'imagine qu'on peut l'utiliser aussi dans ce contexte. Oui, effectivement, l'outil au final, il est au service réellement de la problématique de chacun. Donc effectivement, là, on est dans un contexte de formation, mais dans un contexte d'onboarding ou de pré-boarding, ça se ferait très bien. Partager des contenus en amont, la partie administrative, la découverte de la mission, des valeurs de l'entreprise, ce genre d'éléments. Donc le partager de manière descendante. Mais dans le cadre d'un recrutement avec des critères spécifiques qui seraient à identifier, effectivement, on peut imaginer d'avoir une capsule d'autopositionnement aussi, comme l'avait évoqué tout à l'heure Aurélien. Mais là, dans le cadre très spécifique du recrutement, avec des éléments précis que le recruteur ou la recruteuse voudrait voir vérifier. Il faut juste qu'il y ait ce groupe de consultation en amont qui soit défini au niveau de la plateforme. Et effectivement, le contenu peut être partagé aux candidats, à l'ensemble des candidats. On a aussi au niveau de notre plateforme la possibilité de retrouver les statistiques. On ne l'a pas forcément beaucoup abordé aujourd'hui, mais effectivement, on retrouve au niveau des statistiques les réponses les meilleures, les réponses les moins bonnes. On peut avoir des statistiques par rapport aux utilisateurs spécifiquement. Donc là, dans le cadre du recrutement, ça permettrait de facilement filtrer effectivement les candidats qui sortent un peu plus du lot par rapport aux autres. Ça marche. Merci Lisa. Je vais laisser Aurélien conclure. Quel est ton conseil, Aurélien, à toi, pour gérer efficacement une communauté? Disons que moi, avant de me lancer dans le challenge du social learning, j'ai pas eu forcément d'études, j'ai pas fait d'études dans le domaine. Donc, en réalité, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon point de vue, il est très certainement restreint. Sur la plateforme Bidis, par exemple, on m'a fourni un panel extraordinaire d'outils, et j'avoue qu'au début, je me suis pas servi de tout. J'étais focalisé en me disant, ça, il y en a pas besoin, ça, j'en ai pas besoin. Et en réalité, c'est une grave erreur. En fait, l'ensemble des outils vont toucher un panel d'utilisateurs tous différents. Mon point de vue n'est pas celui des utilisateurs, tu vois. Et en réalité, je me suis rendu compte qu'il y en a qui aiment bien jouer, il y en a qui aiment bien avoir des badges, il y en a qui aiment bien se challenger, il y en a qui sont juste fiers d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Il y en a qui veulent, évidemment, ils veulent pousser l'information, mais c'est ça finalement qui va faire en sorte que la communauté elle va prendre. C'est que on va pouvoir toucher plein de personnes aux profils différents, mais tous les unir grâce à ces différents outils dans la communauté pour que chacun puisse finalement sentir qu'il a sa place. Super. Merci Aurélien. Merci Lisa. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis ce matin, et vous pourrez revisionner ce webinaire demain sur Meyer Ashline. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.